réponds au nom de Cyril Kalembu, membre d'ICRIT, un parti politique congolais. Et aujourd'hui, nous vous invitons dans notre chronique pour vous présenter la lettre ouverte de la diaspora congolaise sur l'hypocrisie de l'Union européenne face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Cette lettre a été écrite par les cadres d'ICRIT, dans l'occurrence son président, Maître Héritier Amouli, et elle a été présentée à l'Union européenne, à la Commission de l'Union européenne en décembre 2023. Elle nous parle d'une sorte de prémonition, de présages de ce qui devrait arriver, étant donné la situation sécuritaire dans notre pays actuellement, qui est déplorable. Et c'était une sorte de mise en garde et d'un avertissement à tous les acteurs internationaux qui ont agi et qui continuent à agir directement ou indirectement dans les pillages des ressources congolais premièrement, mais aussi dans les massacres des populations engagées par la quête de ces matières premières. C'est dans ce cadre que nous avons fait une petite compilation avec mon camarade Kapita Muderwa, ici à côté, pour essayer de répondre à une série de questions. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter cette lettre en bref, quoi. Dans l'introduction, c'est une lettre adressée, comme je le disais, à Madame la Présidente de l'Union européenne, Messieurs les hauts représentants européens. Et elle relate les faits depuis 25 ans que subissent la République démocratique du Congo, qui en dire des atrocités sans précédent. Des millions de vies ont été brisées dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action. Dans son chapitre 1, cette lettre traite de la violation massive du droit international humanitaire qui commence depuis l'arrivée de l'AFDL en 1996. La République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre meurtrière. Les massacres, les viols des masses et la destruction des villages congolais sont devenus la norme. Les forces rwandaises et ougandaises, sous couvert des groupes rebelles, pillent nos ressources et sèment la terreur. L'ONU a lui-même, dans son rapport Mapping de 2010, a recensé 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC. Pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise. Dans son chapitre 2, la lettre ouverte traite de la complicité des acteurs internationaux. Face à ces atrocités, l'Union européenne et la communauté internationale restent passives. Les grandes puissances ferment les yeux sur ces crimes, privilégiant leurs intérêts économiques et stratégiques. Des diplomates, des multinationales, des institutions internationales participent à cette complicité en soutenant des régimes criminels. Comment expliquer que des bourreaux continuent à circuler librement en Europe alors que leurs crimes sont documentés? Chapitre 3, nous parlerons de la nécessité d'un tribunal pénal international pour les Congo. L'histoire nous a montré que lorsqu'il s'agit de juger des criminels de guerre, la justice internationale peut agir rapidement. Un tribunal international a été mis en place pour l'ex-Yougoslavie. Un autre a été créé pour le Rwanda. Mais pourquoi, après plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, aucun tribunal n'a été instauré pour juger les responsables? La justice ne peut pas être à géométrie variable. Dans le chapitre 4, nous parlerons de la motivation géopolitique et économique de ces conflits. Le Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, coltan, or, diamant, cobalt. Ces minerais sont essentiels pour l'industrie technologique mondiale. Ces richesses attisent la convoitise des puissances étrangères et de leurs complices africains. L'occupation de l'Est du Congo par des groupes armés n'a qu'un but, le contrôle de ces ressources. L'Union européenne et les États-Unis ont le devoir d'agir pour mettre fin à ces pillages systématiques. Le chapitre 5, nous lançons un appel à la révolution.
Congolais, Congolaises, il est temps d'agir. L'histoire nous enseigne que les peuples ne retrouvent leur dignité que lorsqu'ils se lèvent contre l'injustice. Nous ne pouvons plus compter sur ceux qui nous ignorent. L'heure est venue pour nous de prendre notre destin en main. Que chacun, partout où il se trouve, contribue à cette lutte pour la souveraineté et la justice. Le Congo ne mourra pas. Et dans notre petite conclusion, ce message s'adresse, comme on l'avait dit, à la communauté internationale, aux Congolais aussi qui doivent se lever pour agir comme un seul homme et libérer leur pays, à tout esprit, à tout être humain épris de cet esprit de justice, de paix et de liberté qui ce travail puisse lui être dédié. Et là, je pense que je vais donner la parole à notre camarade Kapita pour la série de questions. Et s'il a un mot à placer avant qu'on commence avec les questions, il peut les placer et on pourra poursuivre ainsi. Oui, tout à fait. Je te remercie, Cyril, pour ce passage de témoin qui me permet d'enchaîner et de faire une brève introduction de mon propos avant que nous puissions donc échanger à travers des questions et réponses. Oui. Effectivement, je me présente comme tu l'as déjà fait, Monsieur Kapita Muderwa, membre du CRID. Je travaille avec beaucoup d'autres membres dans le bureau, aussi bien ici en France que nos membres amis qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, et ceux qui sont aussi sur le terrain, au Congo-Kinshasa, dans les différentes provinces, et avec qui d'ailleurs nous avons, il y a quelques semaines, tenu un échange sur un plateau de télévision local, ici en France. Pour présenter la lettre, pas pour présenter, mais pour présenter et défendre la lettre ouverte de la diaspora congolaise sur l'hypocrisie de l'Union européenne. Dans le cadre de cette présentation, il faut souligner quelque chose qui est assez important, que nous ne dirons jamais assez, c'est que cette lettre, qui est en fait un document composé de 180 articles, 180 paragraphes qui sont en eux-mêmes des articles, est un document fondamental. C'est un document tellement fondamental que c'est un document de référence. C'est un document de référence parce que c'est un travail qui est le résultat d'une longue et profonde réflexion de son auteur, initiateur, maître Amouliretti. Mais il est aussi fondamental parce que fondamental et de référence parce qu'il présente de façon très claire la situation, la crise et la tragédie de la République démocratique du Congo. Il présente d'abord la situation actuelle en faisant une rétrospective de l'origine, la source et la genèse de cette crise depuis 1996, certes, mais dans cette présentation, il montre aussi les mécanismes et les ressorts profonds de ce qui a pu amener le pays à vivre une crise aussi tragique, aussi catastrophique. Et les différents ressorts qui sont présentés sont à la fois des ressorts économiques, par la prédation, la volonté de prédation des pays étrangers, de pas mal d'entreprises internationales, multinationales, qui profitent du pillage des ressources en République démocratique du Congo, au Zaïre déjà à l'époque, parce qu'il s'agit de la période précédant la chute du maréchal Mobutu. Ensuite, l'invasion des groupes armés, dont l'AFDL
menée par les, les pays qui sont cités, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et l'arrivée de ces groupes qui avaient d'autres intentions que la seule libération politique du Zaïre. Et depuis leur arrivée, nous avons donc vu s'installer des mécanismes et des règlements de pillage économique sur le prix que nous payons aujourd'hui très élevé de centaines de milliers, des millions. Nous ne savons plus à quel taux nous sommes arrivés. Certains parlent de 5 millions, de 10 millions. Le comptage macabre est très difficile à élaborer, mais nous pouvons nous fier à ce qui peut avoir été recensé et qui semble sérieux. Nous approchons les 10 millions de morts. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Et ce livre est aussi une grande référence parce que, après cette présentation essentielle et très profonde, j'ai envie de dire exhaustive, pour toute personne qui veut s'informer sur ce dont l'actualité animée par la résistance congolaise ou les citoyens congolais de par le monde, ceux qui veulent comprendre peuvent se référer à ce document qui est une initiation et qui est une formation, une série d'informations sur la tragédie congolaise. Et ce document se termine par une lettre, par une adresse à la jeunesse congolaise qui, nous espérons, prendra la suite et le relais de notre combat individuel et collectif à l'étranger et au Congo. Merci, cher Kapita. Et pour commencer avec notre série de questions, nous devons rappeler la situation sécuritaire dans notre pays. La République démocratique du Congo est actuellement, au jour du 15 février 2025, deux de ses provinces phares à l'est du pays, notamment la province du Nord Kivu, est occupée depuis 3 ans. La ville de Bunagana est tombée en 2021. La ville de Goma, chef-lieu de la province, est tombée entre les mains de ces mêmes terroristes et de leur support marionnettistes rwandais Paul Kagame. Donc, ont envahi la ville de Goma le 25 janvier 2025. Et hier, pas plus qu'hier, vendredi, la ville de Bukavu est tombée aussi entre les mains de ces mêmes terroristes et qui prétendent poursuivre leur progression jusqu'à Uvira et les Katanga. Et donc, par rapport à cette situation, nous allons entamer une série de questions qui étaient en partie déjà répondues dans la lettre ouverte, parce que la lettre ouverte constitue un appel à l'action par le fait que le Rwanda, l'Ouganda commettent des crimes, des atrocités au Congo et qui demeuraient impunis et qui nécessitaient la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et pour commencer notre série de questions, ma première question est de savoir, vu que la situation sécuritaire est détériorée aujourd'hui, les villes sont tombées entre les mains de ces criminels rwandais et terroristes d'M23. Est-il possible au pouvoir, au régime de Kinshasa de renverser la tendance avec les acteurs en place actuels au gouvernement congolais? La question est une question très forte que vous posez. C'est une question très lancinante. Pour vous dire franchement les choses, c'est que nous avons assisté avec beaucoup de tristesse à la chute de Goma, la conquête et la prise de Goma il y a quelques semaines par notamment le M23 qui est à la tête d'une soi-disant rébellion, mais qui est en fait le bras armé de puissance régionale. Ne nous arrêtons pas seulement à l'Ouganda ou au Rwanda spécialement, qui soutient ce groupe armé, mais nous savons qu'il y a d'autres acteurs qui ne montrent pas encore leur visage
et qui sont leurs complices et leurs accompagnateurs. Ça, c'est l'aspect formel. Nous venons de voir pas plus tard que ce matin, nous avons eu des informations sur l'infiltration et la chute imminente de Bukavu, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui le 15 février. Mais au-delà, mon cher Cyril, au-delà de ce que nous constatons sur la chute, la prise de Goma et de Bukavu, si nous regardons les choses avec responsabilité et avec beaucoup de conséquences, je suis très très peiné de devoir insister sur le fait que c'est la RDC qui est déjà tombée depuis longtemps. La République démocratique du Congo est déjà tombée de manière non pas formelle, mais de manière politique. Je suis très 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 dubitatif de voir la situation être reprise en main à partir du contexte politique, c'est-à-dire les cadres politiques, le personnel politique, et voir le personnel militaire qui est actuellement en place en RDC pour renverser la situation. D'accord. Par rapport encore à la situation, nous continuerons. Monsieur Paul Kagame a déclaré récemment à une chaîne américaine que les vrais profiteurs du pillage des ressources congolais ne se trouvaient pas au Rwanda, mais plutôt, il faut les rechercher en Afrique du Sud et en Europe. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que la personne de Kagame, elle est extrêmement néfaste pour notre pays, pour la sous-région et pour la région. Mais il ne faut pas que nous perdions de vue les vrais responsables. Kagame n'est qu'une marionnette. Il n'est qu'une marionnette des puissances occidentales, entre autres. Parce qu'il n'y a pas que... C'est pour cela qu'il dit que ce n'est pas lui les grands profiteurs, ce n'est pas lui les grands gagnants dans ces jeux. Exactement. Il gagne des miettes. Oui. Il gagne des miettes, mais des miettes considérables. Oui. Parce que s'il ne gagnait pas des miettes, il ne jouerait pas ce jeu. Oui. Donc, ne perdons... Pour vous compléter aussi, dans la même déclaration, dans la même interview, il avait dit que les combats qu'il mène au Congo, c'était une question de survie pour les Rwandais. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que les Rwandais ne peuvent pas survivre sans piller les ressources du Congo? Non, c'est faux. C'est faux. Le Rwanda n'est pas dans une stratégie de survie. Oui. Le Rwanda vivait avant qu'il y ait cette crise qu'il occasionne avec son voisin. Mais il n'y avait pas d'espoir de prospérer quand même. On avait la CPGL à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, le mécanisme de la CPGL, et qui porte bien son nom, c'était une communauté économique des pays des Grands Lacs. Oui. Une communauté économique n'est pas là pour régresser, mais pour trouver des mécanismes ou des voies et moyens de prospérer. Mais cette situation de prédation qui se prospère, qui progresse et qui gangrène les États africains, il serait moins intelligent, moins stratège de ne pas en profiter aussi longtemps que les gens viennent des États-Unis, de Chine, d'Inde pour venir piller le Congo, et que lui, Kagame, qui est là, ne puisse pas en profiter aussi longtemps qu'il est plus africain que ces gens qui viennent d'ailleurs. Oui, malheureusement, c'est toujours comme ça, enfin c'est assez souvent comme ça dans le contexte africain. Ça n'aurait pas été Kagame, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça aurait été Museveni, ça aurait été un autre politicien même du Rwanda. Mais c'est aussi les politiciens congolais qui, n'oublions pas, cela n'oublions jamais que au Congo-Kinshasa aujourd'hui, les politiciens congolais, beaucoup d'entre eux, sont des photocopies du MLC, du CNDP, du RCD.
Oui, si nous revenons à ça, peux-tu nous parler de ces accords de Sun City parce que c'est de ça qu'il s'agit, des accords de Sun City qui a amené la constitution d'un gouvernement de transition avec comme Kabila, président de la République, Joseph bien sûr, et les 4 vice-présidents ici des groupes armés des accords de Sun City dont Azarias Ruberwa, Zaidi Ngoma, Jean-Pierre Bemba et l'autre s'appelle Abdoulaye Rodian Domba. Peux-tu nous parler de cet mixage et de cet imbroglio qui a aussi contribué à affaiblir l'État et la gouvernance en République démocratique du Congo? Oui, je peux en parler, mais je ne veux pas faire leur biographie. Non, je ne dis pas de faire la biographie, mais surtout juste oui. de parler de cette implication des 4 vice-présidents ici, parce que toi-même tu viens de dire que ce sont des gens, les gouvernants actuels sont des photocopies des Oui. anciens groupes rebelles. Oui. Et les groupes rebelles ne sont pas arrivés au gouvernement par hasard, il y a eu des accords. Exactement, voilà. Exactement. Alors, pour dire les choses de façon synthétique, Oui. tu viens de citer Hérodia. Oui. Tu viens de citer Jean-Pierre Bemba. Oui. Tu viens de citer Azarias Ruberwa. Oui. Tu viens de le quatrième, Abdoulaye Rodian Dombas. Oui. Et il y a aussi l'ancien président des Forces du Futur, Zaidi Ngoma, oui. et Joseph Kabila, qui était le président de la République. Oui. Ils ont en commun une chose. Oui. Une chose qui les porte et qui les soude. Oui. Ce sont tous des étrangers. Oui. Ils ont chacun une double nationalité. Oui. C'est ça qui les réunit et qui fait la faiblesse de notre pays. La faiblesse objective de notre pays sur lesquels la Belgique, la France, le Portugal, le Rwanda et d'autres pays peuvent compter, un peu comme ils comptent sur leurs propres enfants, qui seront des traîtres à la nation, ou en tout cas leurs représentants, leurs fils à la tête de la République démocratique du Congo. C'est ça qui les réunit. Cela expliquait-il l'incapacité du pouvoir congolais à pouvoir protéger sa population et son territoire? En grande partie, à 75%, oui. Et les 25 autres pourcents, la capacité du pouvoir à protéger son propre pays d'abord et sa propre population, c'est le phénomène cancéreux de la corruption. Corruption mentale, corruption psychologique et corruption matérielle. Et maintenant, nous allons prendre une seule question et passer à la question sur les points, disons, les responsabilités politiques historiques. Mais avant de passer à cette série de questions, nous voudrions savoir pourquoi les M23 et d'autres groupes armés continuent-ils d'opérer jusqu'à prendre des territoires maintenant avec les soutiens. Nous avons appris que Kabila, donc le président Tshisekedi a fait appel à des mercenaires occidentaux, des groupes des mercenaires dont l'un était français et l'autre était roumain, mais carrément il y avait plein de Français dedans. Il y avait les forces de la SADC et il y avait les forces burundaises avec qui il a signé des accords de défense. Pourquoi les M23 ont-ils pu occuper des grandes provinces malgré la présence de toutes ces forces, sans compter la présence de la MONUSCO aussi? Oui, très bonne question, Cyril. J'ai envie de répondre que ce sont c'est un peu comme si on voulait savoir comment un homme peut battre des fantômes. Si tu te bats avec l'invisible, tu es obligé de gagner. Le M23 arrive à conquérir des territoires importants, des villes, parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas de militaires, ils n'ont pas des soldats. Ils ont des personnes qui ressemblent à des militaires et à des soldats. Et malheureusement, cela nous montre que notre grand pays, la République démocratique du Congo, n'a pas su aligner des vrais soldats préparés à la guerre, préparés à la confrontation et préparés à la contre-offensive. Nous n'avons pas, nous le voyons, nous n'avons pas de militaires, nous n'avons pas de soldats formés
à la sécurisation, à la protection et à la contre-offensive? Cette question m'épouse à vous en poser encore une autre. Pensez-vous que Tshisekedi est l'homme de la situation? Parce que, dit-on, il y a un proverbe qui dit que les poissons commencent par pourrir par la tête. Par la tête, oui. Alors, il y a aussi une expression qui dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Quand on plante une mangue, on espère récolter, on espère cueillir sur un manguier qui donnera des mangues, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il y a une autre expression qui dit on reconnaît, comment ça s'appelle, un maçon face au mur. Oui, Quand on pousse un maçon face au mur, on voit s'il sait effectivement monter un mur. Et c'est là qu'on attend non plus des déclarations qui s'accumulent, qui sont répétitives de la part... Ça s'appelle des incantations. Ce que s'active à faire pour l'instant notre diplomatie, notre personnel politique, mais non, on n'en est plus à de simples incantations. On n'en est plus à devoir faire des discours ou retracer l'histoire. La maison brûle, il faut éteindre l'incendie. Et c'est dans les actes concrets que nous voulons voir la réaction positive et efficace de notre personnel politique à partir du chef de l'État jusqu'au dernier petit soldat, lieutenant ou officier. Ou citoyen lambda. Oui. D'accord. Au fait, moi, j'aimerais encore poser une autre question, toujours sur Tshisekedi. Pensez-vous que c'est une question d'incompétence, de méconnaissance de l'histoire de son pays, ou juste il est brillant dans la trahison de son peuple et de son pays? C'est la tragédie du peuple congolais qui peut montrer à qui on a affaire. On ne devient pas dirigeant du Congo pour le plaisir d'asseoir une autorité ou de jouir d'un poste politique, etc. Quel que soit le poste qu'on occupe, c'est d'abord un poste de responsabilité. Et être président, que ce soit en République démocratique du Congo ou en France ou ailleurs, il faut faire preuve de responsabilité. Et vous avez vu que dans d'autres pays, notamment là, récemment, les élections américaines ont montré, depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis, il a signé des décrets pour dire l'Amérique d'abord, America first, make America great again. Il a des ambitions pour son pays, à tel point qu'il a été jusqu'à choquer le monde entier lorsqu'il a dit qu'il ambitionne de faire main basse sur le Groenland et de faire main basse sur le Canada. C'est des actes, ce sont des propos et des projets impérialistes, mais ce sont des propos qui engagent sa responsabilité. Par ailleurs, au Congo, dans notre pays, en République démocratique du Congo, ce qu'on peut constater, c'est que nos dirigeants ne font pas preuve de responsabilité. Nous avons quand même 10 millions d'êtres humains congolais qui meurent pratiquement dans l'indifférence du personnel politique congolais. Où est leur responsabilité? Leur responsabilité demain, à partir de toujours, mais demain, lorsque nous aurons un tribunal pénal international du Congo, pour le Congo, eh bien, on établira les responsabilités des uns et des autres. Et personne ne devra échapper à cette clarification, parce que c'est un devoir de mémoire, ne serait-ce que pour nos frères et sœurs, nos mamans, nos filles, nos vieillards, qui non seulement ont subi cette crise, cette attaque depuis 1995, mais qui aujourd'hui encore, nous vous avons vu les images et nous verrons encore malheureusement d'autres images de cette tragédie qui se poursuit. Merci. J'aimerais encore continuer avec cette question cette partie des questions sur la responsabilité politique et historique. Et nous avons su et appris,
vous et moi, et comme les restes du monde entier, les accords qui ont été signés en février 2024 par l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des matières premières congolais. Donc, le Rwanda et l'Union européenne avaient signé un accord qui stipulait que le Rwanda devrait commercialiser les matières premières qu'ils étaient censés piller en République démocratique du Congo. Mais avec la situation actuelle qui a fait que le gouvernement congolais a démarché, fait quelques pressions diplomatiques de Genève à New York, qui ont poussé à l'Union européenne de suspendre ces accords. Et pensez-vous que l'effectivité de cette suspension peut être vérifiable ou juste croire en cette suspension ou à la bonne foi de l'Union européenne à arrêter de soutenir les régimes criminels du Rwanda? Je ne crois à la bonne foi de personne d'autre que le gouvernement congolais. C'est-à-dire, l'histoire nous a montré que ni l'Union européenne, ni l'Union africaine, ni nos voisins ne sont dignes de confiance. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, pourquoi remettons-nous notre destin dans les mains de nos voisins? Pourquoi remettons-nous notre destin aux mains des sous-groupes régionaux ou sous-régionaux ou internationaux? Ça n'existe pas. Il faut d'abord que nous soyons acteurs, décideurs et responsables de notre destin pour, à la rigueur, nous associer ou permettre à des entités extérieures de rejoindre le destin que nous nous forgeons. Ce sont des associés et non pas des décideurs. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe dans notre pays. Et en plus, non seulement ils sont décideurs, ils sont organisateurs et déstabilisateurs de notre pays, mais ce qui est pire, c'est qu'ils ne nous associent même pas. Et lorsqu'ils associent des Congolais, ce sont des figurants, ce sont des complices, ce sont des traîtres. Au fait, nous allons arriver presque au bout de notre émission, mais déjà, oui, on est en train de cheminer petit à petit, mais après cette série de questions, nous aimerions savoir ce que les CRID, à travers cette lettre ouverte, a voulu apporter de nouveau au monde, ce qu'ils ne savaient pas, ou à la communauté internationale. Quelles sont les recommandations aux acteurs, notamment à la communauté internationale et les peuples congolais qui doivent prendre son destin en main? Oui. Le CRID met en avant la responsabilité ou interpelle l'Union européenne. Il est plus facile de dire l'Union européenne parce que c'est une entité qui peut être définie. On sait qui fait partie de l'Union européenne et qui n'en fait pas partie. Parce qu'en général, lorsque nous parlons de communauté internationale, c'est vague. On ne sait pas qui en fait partie. C'est un terme commode. Est-ce que la communauté internationale, c'est les îles Fidji? Est-ce que c'est Porto Rico? Est-ce que c'est le Swaziland, plus le Madagascar, plus la République du Congo, le Togo, etc. C'est très vague. Et c'est un terme très commode pour noyer le poisson et ne pas savoir à quel interlocuteur on s'adresse. Tandis que là, dans la démarche de cette lettre ouverte de la diaspora congolaise, qui s'adresse à l'Union européenne est une entité bien définie, qui est constituée de quelques pays que nous connaissons. Et parmi ces pays que nous connaissons, il y a des leaders, comme on dirait. Il y a des pays qui sont en quelque sorte des locomotives politiques avec lesquelles la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, a toujours en quelque sorte travaillé. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, etc. Il y a quelques pays qui sont comme ça moteurs ou qui sont
les protagonistes essentiels, la tête de pont de l'Union européenne, ne serait-ce que par leur contribution économique, et qui sont identifiés dans le cadre de la coopération avec la République démocratique du Congo. Donc, dans le cadre de cette relation historique que la République démocratique du Congo entretient avec ces pays qui sont les têtes de pont, il y a moyen, pour peu que la relation et la coopération, pour peu que la coopération soit sincère et que des traités, des alliances, des relations diplomatiques soient suivies et réguliers, il est possible que ces pays soient attentifs à notre interpellation sur la tragédie congolaise. Ne serait-ce que la diaspora congolaise, qui est très fortement établie en Belgique. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 350 000 Congolais en Belgique. Nous devons avoir à peu près 500 000 Congolais en France et un nombre assez considérable de centaines de milliers de Congolais en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. L'Allemagne, par exemple, hein, si on réunit ces trois grands pays, eh bien, cette collaboration peut les rendre sensibles à la tragédie congolaise, qu'ils ne découvrent pas, qu'ils connaissent et dont ils sont complices. Et le CRID a suffisamment d'éléments dans son analyse de cette histoire tragique de la République démocratique du Congo. Le CRID a pu établir les différentes complicités, les différentes associations de l'Union européenne, de certains pays de l'Union européenne, pour les interpeller à prendre position déjà, à dénoncer les acteurs et les déstabilisateurs de la République démocratique du Congo. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'arrêter le financement de ces groupes armés qui déstabilisent, violentent, tuent, massacrent en République démocratique du Congo, puisqu'ils se font les chantres des droits de l'homme. Ils se font les chantres de la protection du droit, de la viabilité des États. Ils ne peuvent pas à la fois être un pied dehors, un pied dedans. Ou ils croient en leurs principes de démocratie, de l'intangibilité des frontières, du respect des pays à disposer d'eux-mêmes, ou ils y croient parce qu'ils s'en font les chantres. C'est ça qu'ils présentent au monde. Défenseurs des droits de l'homme, ils revendiquent être la patrie et la référence des droits de l'homme. Soit ils le sont, soit ils ne le sont pas. Et lorsqu'ils accompagnent des mouvements assassins, criminels, comme le régime de Paul Kagame et ses alliés Museveni et les autres acteurs qui sont en arrière-plan, c'est qu'ils n'y croient pas. Et en quelque sorte, notre démarche, la démarche du CRID, c'est une démarche de bas les masques. Qui fait quoi? Qui est l'Union européenne? Est-elle un soutien de la République démocratique du Congo, ou bien elle est le soutien des criminels qui ont occasionné 10 millions de morts en République démocratique du Congo? Et c'est là que nous les interpellons pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils redeviennent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils redeviennent les acteurs, les promoteurs et les soutiens des droits de l'homme dont on a besoin en République démocratique du Congo. Voilà. Oui, au fait, avant de passer aux autres recommandations, j'avais une autre petite question qui revient carrément au CRID et au rédacteur de cette lettre ouverte. Je voudrais savoir comment le CRID compte, dans sa participation active à cette lutte, compte réunir ou unir toutes les forces patriotiques pour libérer le pays. Oui, avant de répondre à votre question, M. Cyril, je voulais aussi dire que
La démarche du CRID est une démarche politique. Oui. Cette démarche vise à obtenir le concours de l'Union européenne pour la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Oui. Nous ne sortirons pas de cette crise si nous n'arrivons pas à faire le bilan et, après le bilan, construire sur des bases solides. Oui. Il n'y a pas de paix sans justice. Oui. La tragédie congolaise aura besoin d'être jugée et dépasser ensuite cette crise en pacifiant le pays pour lui donner une perspective de prospérité et d'épanouissement. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Oui. Ensuite, le CRID a un grand espoir sur la jeunesse congolaise, dont la plupart est née, a grandi après 1996. La plupart de nos jeunes qui ont aujourd'hui 25 ans, ils sont nés lorsque la crise en 96 a commencé, ça va faire 30 ans. Donc c'est cette jeunesse qui aujourd'hui, grâce... Mais comment peut-on compter sur cette jeunesse alors que c'est elle qui a eu l'éducation la moins efficace possible et qui n'a pas été encadrée, qui a grandi dans les pires conditions qu'a connu les pays? Oui. Comment mais il n'y a pas de fatalité. On peut constater effectivement que cette jeunesse, pour la plupart dans notre pays, à cause du déficit de la qualité de l'éducation scolaire, etc., n'a pas les moyens, mais l'avenir n'est pas encore terminé. C'est maintenant qu'il faut continuer à infuser les projets du renouveau du Congo. C'est maintenant, à travers... Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des outils modernes, les relais des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux peuvent contourner aujourd'hui les structures traditionnelles des médias ou des écoles qui ne répondent pas aux besoins de formation et d'instruction de cette jeunesse. Mais le combat doit être mené très fortement. Il faut multiplier les actions de rébellion. D'abord, il faut se rebeller, il faut se rebeller face à cette terrible injustice, cette tragique et terrible injustice que vit notre pays. Mais il faut profiter justement des outils modernes pour diffuser, communiquer, informer, parce que je pense que vous-même, vous l'avez déjà fait dans votre cercle personnel. Je le fais aussi autour de moi. Combien autour de mes collègues qui ne connaissaient même pas le Congo, qui ne savaient pas où se trouve le Congo, si vous leur demandiez de mettre le Congo quelque part, ils mettaient le Congo en Amérique du Sud. Et je suis très impressionné de voir le nombre de personnes qui arrivent maintenant à situer le Congo, à lire grâce à notre diffusion journalistique ou intellectuelle sur la question de la tragédie congolaise, notamment par la lettre ouverte. Et il faut faire circuler l'information. Et surtout, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas un loisir que de communiquer sur la tragédie congolaise. C'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen que nous avons à pratiquer chacun dans notre sphère personnelle, par tous les moyens dont nous disposons. Le téléphone, WhatsApp, Facebook, etc. Et ça commence à porter des fruits. Vous voyez par exemple la publicité du PSG visite Rwanda, etc. Ça commence maintenant à être critiqué, et petit à petit. Mais c'est beaucoup de travail, il faut s'y mettre et il faut continuer surtout. Oui,
Mais l'objectif de la lettre ouverte est de demander un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo par les régimes du Rwanda, de l'Ouganda et de ses supplétifs locaux. Oui. Nous voulons savoir, on voudrait savoir, qu'est-ce que, euh, comment est-ce que cette procédure peuvent atteindre les buts escomptés, ça veut dire à travers notre travail de sensibilisation et de mobilisation, pousser l'Union européenne à prendre ce genre de mesures contre le Rwanda, alors que notre gouvernement à nous garde encore en son sein des criminels, des violeurs, des assassins. Qu'exigeons-nous au gouvernement congolais avant d'exiger que l'Union européenne puisse créer ou demander la création de cette Cour internationale pour le Congo? C'est une question très difficile. Parce que les criminels qui sont dans nos armées, notre police et nos institutions politiques n'ont jamais été jugés. Donc, oui. C'est une question très difficile parce que normalement, si nous étions dans une situation normale, ce serait la République démocratique du Congo qui instituerait déjà la procédure et qui lancerait cette procédure, qui l'exigerait. ad hoc à l'intérieur du pays, tout ça. Mais ils ne le feront pas parce que ils n'ont pas les mains propres. Ils n'ont pas les mains propres et ils auraient peur en quelque sorte de devoir rendre des comptes très difficiles. Malheureusement, Cyril, nous, au CRID et les personnes de bonne volonté qui ont un regard pour le futur de leur propre pays, nous ne sommes pas aux affaires. Nous ne sommes pas aux affaires, nous ne pouvons pas décider, nous n'avons pas les moyens matériels pour mettre en place ce genre de juridiction. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà diffuser dans les mentalités locales au Congo, dans les mentalités du citoyen moderne. Il faut déjà diffuser l'idée de la possibilité qu'on puisse un jour avoir un tribunal pénal international. Que l'idée ne vienne pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'il y a trop d'acteurs qui sont opposés à cette idée. Mais au moins, il faut vulgariser déjà cette idée pour que ça circule et que ça entre, que ça pénètre déjà les mentalités. Tout à fait. Et le jour où nous aurons la chance d'avoir des responsabilités ou d'être aux responsabilités, d'avoir la main sur les manettes de la décision, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Exactement comme Israël a pu le faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais à la différence d'Israël, c'est que les Juifs croient en eux-mêmes et les Juifs voulaient absolument que l'histoire ne se répète pas et que les hommes n'oublient pas. Entre autres, les recommandations de la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. Nous voyons dans la lettre ouverte plusieurs autres recommandations s'agissant des femmes, des orphelins, des survivants. Nous voyons que dans la lettre ouverte, les auteurs ont suggéré de lever les options claires sans ambiguïté, de demander sans attardement la création d'un tribunal, ouvrir des enquêtes sur l'ambassadeur Pellegrini qui a nié la réputation et entravé la réputation de l'enquêteur des rapports Mapping. Tout à fait. Nous voyons aussi la recommandation contre les agressions à l'invasion de la RDC qui consiste à constater les dégâts, demander à l'OTAN de stopper les livraisons d'armes. Et avez-vous un mot pour la fin, un mot pour les Congolais, un mot pour ceux qui nous suivent? Oui, tout à fait. Cyril, tous les pays du monde ont connu des drames, des tragédies, des guerres, des conflits. Il y a des guerres qu'on a oubliées dans certains pays. Il y a des drames.
si nous prenons le génocide arménien, par exemple, Oui. on parle beaucoup du génocide rwandais. Oui. On parle, et souvent on ne parle du génocide rwandais en disant le génocide Tutsi. Oui. Mais c'est très réducteur. Il faut dire le génocide Tutsi, mais la guerre au Rwanda qui a occasionné les massacres des Tutsis. C'est beaucoup plus juste. On parle du génocide arménien. Mais en général, lorsqu'on parle du génocide, on parle aussi du génocide juif. Mais on oublie souvent de parler du génocide arménien qui a été occasionné au début du XXe siècle par la Turquie et qui a massacré 2 millions... L'Empire ottoman. Exactement, etc., etc. On oublie souvent. Dans la conversation, il y a 2 génocides qui reviennent. Le génocide des Juifs et puis maintenant, le génocide... Mais il y a un autre génocide qu'on oublie et qui s'est déroulé en Afrique, en Namibie. Oui. Et les mêmes descendants, donc les descendants de ceux qui ont commis les génocides namibiens, sont les mêmes qui sont allés les commettre les génocides des Juifs en Allemagne. Donc l'expérimentation, c'est qu'ils ont fait en Allemagne. Tout à fait. De 38 à 45, ils l'avaient déjà expérimenté en Namibie. Tout à fait. Alors, la contribution, je crois, politique la plus essentielle à retenir, c'est pour ça que je parlais de ce document comme étant un document fondamental et de référence, parce que celui qui veut vraiment s'initier et compléter sa connaissance de la tragédie congolaise doit lire ce document. Mais je pense pour ma part que la contribution essentielle à retenir parmi les autres, c'est notre démarche d'obtenir ou de faire aboutir la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Pourquoi ? Pour que nous n'oublions jamais. Ce qui nous est arrivé. Parce que il ne faut pas qu'on oublie. Si nous n'arrivons pas à mettre ça en place, nous allons subir ce qui est pire que l'agression et les massacres. Nous allons subir un mémoricide. Et nous allons disparaître. Cette tragédie congolaise que nous pleurons, que nous déplorons, sera effacée de la mémoire collective des peuples actuels et futurs, et peut-être même de nos enfants. Et c'est surtout pour cela que nous battons et que nous exigeons cette institution, pour qu'on n'oublie jamais, que nos enfants sachent ce que nous avons vécu, ce que les populations congolaises ont vécu, et ce que nos populations ont vécu, les mots sont faibles. Nous parlons de tragédie, nous parlons de massacre, nous parlons de viol, il y a eu tellement de formes d'agression de nos populations que les mots que nous utilisons actuellement sont faibles. Et nous l'avons consigné aussi, cette idée de la faiblesse. Nous avons besoin d'un autre mot, d'un néologisme pour qualifier la tragédie congolaise. C'est pour que nos enfants n'oublient pas. Peut-être que c'est eux qui inventeront le mot correspondant à la tragédie congolaise. Maintenant, nous constatons que à ce niveau, le Rwanda a récidivé dans l'invasion des territoires, du territoire congolais, des massacres des Congolais. Et cette même Bukavu qui nous a vu naître, certains parmi nous, je suis né là-bas, qui a été envahi en 2004, en 1996 d'abord par les AFDL et soutenu par le Rwanda, en 2004 par les troupes de Mutebutsi, aujourd'hui vient de tomber encore sous la botte de ces mêmes troupes. Les cris de qui est un parti dont les mentors ont toujours issu de la résistance, notamment les recommandations de notre très cher Monseigneur Christophe Muzihirwa, qui a été en partie à l'initiative de la création de ces partis et qui nous a recommandé de résister. Quel est cette mode de résistance aujourd'hui qu'on peut recommander au peuple congolais et à nos compatriotes qui sont aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, abandonnés par ceux qui sont censés les protéger
en l'occurrence les autorités congolaises. Quelle sorte de résistance peut-on les recommander sans pour autant qu'ils se mettent inutilement en danger? Alors, nous avons le M23 appuyé par le Rwanda lui-même appuyé par les pays occidentaux, la France, la Belgique, les multinationales, etc., 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 etc. Nous avons un peuple désarmé. Nos parents qui sont sur place à Goma, à Bukavu, que peuvent-ils faire face à des armées entières qui sont dans un acte, dans une démarche de prédation, de terrorisme et d'assassinat? Il faut être sage. Il ne faut pas se battre contre les moulins à vent, avec vos seuls bras pour aller combattre directement des personnes qui ont des armes. Le conseil sage, c'est une résistance spirituelle d'abord. C'est-à-dire savoir que nous sommes agressés, nous sommes envahis par des ennemis. Et la réaction doit être une réaction efficace, toujours. La réaction efficace, c'est d'attendre le bon moment pour se soulever et prendre le dessus sur l'adversaire. Là, comme les armées du M23 sont en train de s'installer à Bukavu, à Goma, elles viennent avec beaucoup de véhémence. Il ne faut pas que la population aille devant les chars, devant. On va les tuer, on va tirer comme on a vu les 5000. Non. Il faut les laisser malheureusement s'installer. Et puis s'organiser par réseau, comme la résistance française, entre autres, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que dans la société civile, il faut créer des réseaux. Et lorsque les réseaux sont coordonnés, on crée un soulèvement et on prend le dessus sur les groupes militaires armés qui sont sur place. Lorsque 2 millions de Bukaviens vont se lever, il y a combien en face d'eux de militaires dans un mois? Ils vont les encercler, ils vont prendre le dessus, ils vont aller dans les casernes des envahisseurs et des bandits. C'est pour cela qu'ils instaurent un régime de terreur pour dissuader cette population de prendre toutes sortes d'initiatives de soulèvement. Oui. Comme les informations que nous avons reçues ce matin sur l'enrôlement de force, le kidnapping au Burundi, des citoyens congolais, des hommes surtout, des hommes et des garçons qui ont été convoqués, qui ont été appelés de force, et d'autres qui ont été raflés et qui ont été rassemblés, emmenés à destination inconnue. Mais à votre avis, c'est pourquoi? Mais c'est pour les mettre de côté pour qu'ils ne soient pas efficaces pour le Congo. Mais efficaces pour qui? Pour le Burundi. Peut-être, s'ils ne sont pas massacrés. Parce que cette stratégie n'est pas inventée. Les gens du M23 peut-être, mais le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils ne font pas les choses par hasard. Ils sont très, 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 très conseillés. Ils sont encadrés par des techniciens du crime. Plus que des techniciens. Des ingénieurs. Du crime. Et donc, en conclusion, nous voudrions, par cet appel de Mzee Muziwa et Mzee Kataliko qui ont, lors de la dernière invasion du Congo, et qui ont appelé le peuple congolais à ne jamais céder, à toujours résister, à ne jamais accepter de se faire mâcher. Et même s'ils pouvaient se faire marcher, de ne jamais accepter de se faire digérer. Et même si on peut essayer de vous digérer,
essayer d'être indigeste, résister et ne céder à rien. Vous avez un mot pour la fin, capitaine, pour mes compatriotes? Oui, j'ai un mot pour la fin. Il faut garder l'espoir. Oui, Il y a cette tragédie à un temps. Cette tragédie, il y a un temps pour tout. nous la subissons depuis 30 ans, mais Kagame n'est pas éternel. Museveni n'est pas éternel. Un jour, je ne désespère pas, un jour, parce que quand on dit le Rwanda, on pense que ce sont tous les Rwandais. Mais il y a des Rwandais qui ne sont pas d'accord avec cette situation, mais qui subissent, Oui. parce qu'ils sont matés. Mais peut-être que nous allons assister à la chute de Kagame, de son régime et de toute la logistique qui a été mise en place. Lorsque nous parlons de Tshisekedi, qui est au pouvoir aujourd'hui et qui n'arrive pas à réagir ou en tout cas organiser la protection de son propre pays. Mais n'oublions pas comment Mobutu est parti. Le tout-puissant Mobutu. Certes, on nous dira il était malade, il a été affaibli, etc. Mais il n'avait pas organisé son armée non plus. Oui. Il avait désossé son armée. Son armée était un groupe de va-nu-pieds. Il comptait sur quoi? Sur sa DSP. Mais on a vu les quelques mille soldats de la DSP. Ils n'ont pas su faire face à des va-nu-pieds, des garçons qui venaient avec des bottines en plastique. Oui. Il a été balayé comme un intrus, comme un novice. Eh bien, il ne faut pas désespérer. Ces gens qui paraissent forts aujourd'hui, Oui. ils sont moins forts qu'on le pense. Oui. C'est à nous de devenir forts. Et nous sommes plus forts que nous n'imaginons. C'est une question d'organisation, de croire en notre force. Et c'est pour ça que la vraie résistance, elle doit d'abord être spirituelle. Ensuite, organiser notre force spirituellement pour avoir les bonnes techniques et la stratégie pour reprendre le dessus sur l'adversaire. Gardons espoir. Organisons-nous, croyons en notre force.